Bonjour à vous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo d'une série de 5 vidéos dans le cadre de la campagne d'information que j'ai lancée qui s'appelle Ondes et 5G versus santé. Dans le cadre de la sortie du livre de Florence Rolando, Les ondes, la 5G et notre santé, édité aux éditions Exuvie. Là, pour cette deuxième vidéo, je vous propose une causerie que j'ai enregistrée il y a quelques mois, qui parle des ondes électromagnétiques, mais pas que, de tout ce qui est un peu invisible à notre champ de vision, et puis dont on n'a pas forcément conscience, et souvent qu'on minimise les effets, ou alors qui est un peu tabou, justement par ce phénomène d'invisible. Donc je vous souhaite un bon visionnage, et vous rappelle également que vous pouvez faire un live avec l'auteur Florence Rolando le jeudi 20 février, en lui posant vos questions, et en fait posez-lui vos questions en commentaire, et puis nous on va les sélectionner, on lui transmettra. Je vous souhaite en attendant un bon visionnage de ce deuxième épisode, et vous dis à très bientôt pour la suite. Alors on va parler de ce qui est visible à l'œil nu et surtout ce qui n'est pas visible. En gros, ce qui échappe à la réalité matérielle, mais qui est bien influençable et qu'on a tendance naturellement à sous-évaluer. Pourquoi ? Eh bien, le simple fait qu'on vive dans un monde de stimulation essentiellement visuelle, de représentation visuelle, fait qu'on accorde une grande part d'importance et d'influence à tout ce qu'on peut observer. C'est le critère dominant. Et donc, on va avoir une tendance à négliger, voire complètement occulter, ce qui n'apparaîtrait pas à notre sens de la vue. Alors, il y a plusieurs choses. Ici, l'idée, c'est pas de parler de poltergeist ou de choses comme ça. C'est des choses très basiques. Par exemple, si on parle des pesticides, si on parle des engrais, si on parle des produits phytosanitaires toxiques, eh bien, on va dire qu'on va être gêné par une poussière, on va être gêné par une saleté qu'on va voir contre la vitre, on va voir des petits pollens voler et on va se dire, oula, il y en a beaucoup, il y en a ce truc. Mais si on avait la capacité de voir ces choses chimiques, ça nous alerterait. Et donc, en plus, le fait que ce sont des éléments microscopiques. Donc, on va totalement les négliger. Si on dit il y a des pesticides, des agents chimiques dans cet aliment, bon, bah, on voit avant tout l'aliment. On voit la couleur, la forme, la taille de l'aliment, mais on ne va pas considérer qu'il y a des éléments chimiques. Et même si on le sait, c'est tellement petit, c'est infinitésimal. On est vraiment dans le microscopique. Donc c'est que ça peut avoir une grande importance. Et donc on va faire ça aussi pour l'eau, à plus forte raison parce qu'elle est transparente. Donc l'eau transparente, on va dire, elle est bonne. Mais elle peut être bourrée de métaux lourds, elle peut être bourrée d'engrais, elle peut être bourrée d'agents chimiques et de radioactivité, elle nous semblera quand même plus saine, plus consommable qu'une eau un peu troublée de montagne qui a ruisselé sur quelques petites algues de cailloux et qui a pris une couleur un peu verdâtre, un peu jaunâtre, qui est complètement pure, mais on va dire elle est sale. Et donc ça, c'est notre rapport, je dirais, au visible et au quantifiable. Et c'est aussi pour ça qu'on balance beaucoup d'aluminium dans les municipalités pour rendre une eau limpide. Parce qu'une eau consommable, potable, est un peu jaunâtre, mais le consommateur demande une eau claire qui est signe pour lui d'une eau potable et consommable. Donc on va rajouter des aluminiums sous diverses formes. Et donc voilà, ce rapport déjà là, on va dire, aux agents chimiques invisibles, va échapper à la sphère de notre esprit. La respiration, ça va être la même chose, un agent circulant dans l'air. Moi, je suis toujours extrêmement surpris, en naturopathie, on va toujours parler des émonctoires. Les reins, les reins, les intestins. Les reins, les intestins, très important, gros émonctoires, gros émonctoires. Pourquoi ? Parce qu'on fait caca, et on va avoir des gaz, donc ça se voit, ça se sent. Et les urines, parce que pareil, on sent par l'urètre, et on voit des urines de couleur. On voit quelque chose. La respiration, là, on est tous en train de respirer, on est 18 dans la pièce, on respire, ça ne se voit pas. Or, il y a beaucoup de toxines qui sortent. Il y a beaucoup d'air qui rentre. Et quand on est en jeûne, vous le voyez bien, par où vous perdez du poids ? La respiration. Après une biorespiration, on peut perdre entre 150 et 250 grammes. Donc c'est vraiment l'échappement. Vous allez équilibrer beaucoup plus votre équilibre acide-basique en faisant une biorespiration de 25 minutes,
qu'en détoxifiant une journée complète en misant sur vos urines, et sur les selles, vous en aurez probablement pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu qu'en plus, le malheur de la respiration, c'est qu'elle est autonome. Ça se fait tout seul. Et donc, bon, bah, si ça se fait tout seul, c'est pas important. Par contre, je peux faire des lavements. Par contre, je peux boire beaucoup pour uriner plus. Mais, bon, là, en l'occurrence, la respiration, c'est la respiration forcée, mais au quotidien. Mais c'est vraiment ça, pour moi, l'émonctoire pivot, c'est de dégager vraiment le volume d'air résiduel et de détoxifier. C'est là-dessus qu'on compte. Et on le voit à l'odeur, ce que vous dégagez. Que c'est vraiment les acides faibles qui sortent. Et donc c'est pour ça que je vous encourage grandement à ouvrir la fenêtre pour ne pas réabsorber tout ça. Et donc, même en naturopathie, où on accorde une importance aux émonctoires, eh bien on va quand même mettre les poumons de côté, on va plus parler de la peau, qui est vraiment un organe mineur de détoxination, c'est un relais secondaire, en préférant parler, plutôt que de parler des poumons. Invisibles. Là, si on voyait toutes nos expirations, ça formerait plein de nuages autour de nous, et on en prendrait la mesure. Et on se dirait, oh là là, faut vraiment faire quelque chose, il y a beaucoup de litres qui sortent de tout ça. On est sur entre 3 et 5 litres total. Bon, après, avec le volume d'air résiduel, 1-2 litres, on a peu de mouvements d'échange, mais reste qu'on fait un paquet de respirations à la minute, et c'est des milliers et des milliers et des milliers et milliers qu'on accumule, plus que des sorties d'urine, très largement. Et ça, c'est un invisible qu'il est important de conserver à l'esprit, puis de se dire, de se responsabiliser. Dans quel air confiné je me trouve, au boulot, avec la clim, dans l'automobile, avec la clim, chez moi, sans les fenêtres ouvertes, et donc respirer perpétuellement un air vicié, bah, si on voyait ce qui n'est pas renouvelé, on ouvrirait tout au large, et on arrêterait les climatiseurs, etc. Ça, deuxième chose fondamentale. Troisième chose fondamentale, qui est encore plus subtile, je dirais ce qui est l'ordre de l'esprit, de la pensée. Donc on a vu cette semaine que 95% des pensées sont subconscientes. Mais ça ne se voit pas, la pensée. Puis on est tellement habitué à ce que ça tourne en boucle, à être rarement dans le vide de l'esprit, et bien que ces ruminations, ces cogitations, ces mauvaises pensées, eh bien, on ne les quantifie pas. Or, cet invisible-là, ce non palpable, c'est-à-dire une insulte qu'on va voir, qu'on va entendre, un mot indélicat, une situation qui nous impacte émotionnellement et qu'on va voir, dont on va être spectateur, on va en prendre la mesure, on va dire qu'est-ce que ça a été violent, mais des pensées répétées à longueur de temps, ça va avoir le même impact, sauf que c'est invisible, donc minoré, pourtant tout aussi destructeur. Donc si je dis 95% de pensées subconscientes, c'est une neuroscience, c'est 75% de pensées négatives. C'est-à-dire, oulala, j'ai oublié de fermer le frigo, est-ce que je vais arriver à rentrer samedi? Il faut que je prenne ça, fait chier, fait truc, machin, puis clac, 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 clac. On est tout le temps en train de ruminer. Si on voyait des jauges de quantification de pensées, eh bien on se dirait, il faut vite que je m'en occupe. Encore une fois, c'est invisible. Donc, on met de côté. Et on pourrait développer aussi sur quelque chose qui est de l'ordre un peu plus de la spiritualité, aussi, on va dire le travail de l'âme qui est aussi invisible, l'épanouissement, le bien-être intérieur, c'est-à-dire d'avoir la coche thoracique bien ouverte, d'être détendu, de respirer justement convenablement, d'être bien heureux, eh bien ça aussi, c'est pas quantifiable. Donc, on va laisser de côté au profit de quelque chose qui est plus matérialiste et dont on va pouvoir estimer la valeur, et c'est là-dessus qu'on va évaluer, jauger notre joie, notre bonheur, notre contentement. Et puis il y a une forme encore plus subtile, c'est tout ce qui va être influence cosmotellurique. Donc là on est dans le domaine de la géobiologie, donc les différents réseaux qui traversent la planète Terre et qui traversent va dire le cosmos et la Terre. Donc il y a des réseaux qui sont codifiés, qui portent le nom de leurs découvreurs, donc le réseau Hartmann, le réseau Curie, le réseau Perret, il y en a d'autres, qui se succèdent, qui ont une influence sur le vivant, qu'on sait repérer, qu'on sait codifier,
et dont on sait, grosso modo, quels impacts qu'ils ont sur les structures vivantes, végétales, minérales, animales. Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Donc, on laisse de côté. Mais ceux qui commencent à s'y intéresser, notamment ça peut être l'électroculture, entre autres, et donc là, si on est plutôt sur les ondes cosmiques, rayonnement cosmique, mais surtout sur les gens, il y a des viticulteurs qui travaillent avec ça, ils voient la différence de rendement. Et donc, on le dit, on commence à l'appliquer beaucoup pour le végétal. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que ça n'a pas un impact sur le vivant humain? Évidemment que si. Alors, c'est une science qui est décriée, pour autant, on en constate les effets. Et il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent d'un point de vue sanitaire, avec de grands bénéfices et des démonstrations objectivables. Et puis il y a des appareils de mesure, donc qui nous permettent de décoder cela. Mais là encore, une fois, si on voyait ces réseaux qui traversent, parce qu'ils sont infinis, galactiques, donc traversant, eh bien on dirait, mais est-ce que ça n'a pas un impact? Et donc ça nous emmène à quoi naturellement? Aux ondes électromagnétiques. Donc Wi-Fi, Bluetooth, et puis réseau hertzien, que sais-je, etc., etc. Et donc, pour se rassurer, évidemment, vu que c'est arrangeant d'avoir du Wi-Fi, de la 4G partout, on préfère pas y penser, on préfère penser aux bénéfices qu'on a d'avoir une connexion très rapide et demain la 5G. Mais si on voyait les fils tendus dans le ciel, des antennes relais, eh bien on flipperait. Puis on se dirait, mais il faut tout débrancher avant qu'on sache vraiment l'influence que ça a. Mais invisible. Pourtant, les maux de tête sont bien réels, les cas d'électrosensibles sont validés par la médecine, et on voit un impact sur le vivant. On voit un impact sur les insectes, on voit un impact sur les plantations, et même si la difficulté est d'admettre un impact sur les animaux humains, c'est bien le cas. Alors il y a des moratoires dans certains pays où on met de côté. Le problème, c'est que là, on est dans un élan géostratégique où l'accès à l'information est crucial pour un pays, et qu'on préfère laisser passer des intérêts économiques et stratégiques avant des intérêts sanitaires. Et on se rassure en se disant, c'est pas visible, donc ça doit être minoré. Mais même chose quand on va passer un scanner, même chose quand on va passer une IRM, même chose quand on va passer une radio. C'est pas visible. Mais s'il y a des portes en plomb et qu'on porte des tabliers en plomb, c'est que ça a bien un impact. Et même chose pour la radioactivité. Ça se voit pas. Et quand les bébés naissent dans l'un avec un bras ou sans bras, on se pose des questions. Dans un rayon de 20 km d'une centrale nucléaire, on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est sporadique. Des enfants naissent avec des malformations, on ne sait pas d'où ça vient. Et, bizarrement, au centre de ce périmètre-là, il y a une centrale nucléaire, mais ça ne se voit pas. Et là, il y a fort à parier que la catastrophe de Rouen, Lubrizol, si ça ne s'était pas vu et senti, tranquille, alors que les relevés dans l'air auraient été les mêmes. On aurait, encore une fois, minimisé et politique, et médias, et citoyens. À quoi ça nous renvoie? À une responsabilité d'être conscient et de se ramener à l'esprit systématiquement qu'on a entouré d'éléments invisibles, mais pourtant bien réels. Et parfois, il y a des appareils qui vont nous aider, des appareils de mesure, des appareils d'observation, des appareils d'analyse, mais évidemment, on n'a pas ça sur nous. Mais c'est de tenir compte de ceux qui utilisent ces appareils, un compteur Gégère, je sais pas, même des rayonnements électriques. Là, on voit avec Linky qu'il y a beaucoup de problèmes encore aujourd'hui. Là, apparemment, il y a un départ d'incendie dans un groupement de logements qui serait avec Linky, et on sait qu'il y a des rayonnements hors du réseau électrique. Ça rayonne au-delà du réseau électrique, donc ça crée des interférences. Eh bien, là, on pourrait parler de tout ce qui est électrostatique, ou des grandes antennes de relais électriques, où là, on avait décelé des cas de leucémie à présence des habitations. Donc il y a également ça, mais on les entend même claquer, et on le sent. Hein. Mais je dirais aiguiser un petit peu notre bon sens, si c'était notre sixième sens, de se dire il y a quand même quelque chose, même si ce n'est pas visible, même si ce n'est pas sensoriellement objectivable,
il y a quand même une réalité qui nous ramène à des invisibles qui ont une influence. Alors on parlait de la respiration qui a une influence positive, tout le reste c'était plutôt négatif. Le but c'est pas d'être alarmiste, mais encore une fois c'est de faire de la pédagogie, de la prévention et d'agir avec discernement et prudence. Donc c'est pas de se mettre dans un étau de peur et puis avec une paranoïa, je comprends rien, je maîtrise rien, mais en tout cas légitimement il y a beaucoup de choses qui circulent dans notre air, dans notre eau ou notre nourriture, qu'on ne voit absolument pas, ou pour lequel il faut utiliser des appareils de mesure extrêmement précis que quasiment aucun particulier a, et pour autant, ça a une influence parfois gigantesque. Et il ne faut pas attendre de se dire comme dans Lubrizol, dans 15 ans, ah si on avait su, il ne faut pas attendre pour les centrales nucléaires où il y a des centaines de micro-alertes en France, ah si on avait su, il faut exiger des résultats, comme quand il y a eu Fukushima, il était interdit de révéler les résultats de prélèvement d'air dans tout l'hémisphère nord pendant les 15 jours qui ont suivi la catastrophe. Et ben c'est aussi aux citoyens de demander des comptes, c'est aux citoyens de demander des analyses d'eau poussées. Alors c'est visible sur les municipalités, mais on cherche uniquement ce qu'on veut trouver. Donc c'est de demander des recherches plus étendues, et puis dans cas de doute, de faire des moratoires. Et là, avec ce qui va arriver, je pense que ce qui est le plus prégnant dans tout ce que j'ai dit, catastrophe nucléaire mise à part évidemment, c'est les ondes électromagnétiques qui sont omniprésentes. Tous les objets sont connectés. On parlait hier du Vorwerk, la Thermomix, il est déjà en Wi-Fi. N'importe quel appareil a du Wi-Fi, du Bluetooth. Il y a de la connexion 4G, on peut autour interactir. Il y a des box, des tablettes. Et chez des individus, il y a tout. Tout est connecté, la box, la télé, le téléphone, la tablette, la petite enceinte, la montre. Enfin, tout est connecté. Et si on voyait tous ces fils tissés, on prendrait peur, parce qu'on se dirait, mais je suis en train d'être traversé par quoi? Et quand on est, alors le pire étant quand on est dans un appartement dans une grande ville, où on allume son Wi-Fi, et puis on voit qu'il y a 10, 15, 20, des fois 30 réseaux, et avec quel effet? Et encore une fois, nous n'avons pas fait les études, enfin, il y a des études sérieuses qui existent, mais évidemment, c'est très problématique de les mettre en avant, mais elles existent. Mais c'est surtout quand il y a un tir croisé de tous ces invisibles-là. Eh bien, la prévention, la prudence, la mise en retrait maximale, et encore une fois, de demander des comptes aussi, en tant que citoyen, sur ce qui circule, et qu'on n'ait pas une tendance naturelle à minorer cet invisible-là, et qu'on n'attende pas d'avoir des fumées âcres, qui sentent le soufre, qui soient jaunâtres, qui soient marrons, où il y a de la pestilence pour se dire c'est dangereux. C'est bien avant, c'est au quotidien où on doit se responsabiliser et demander des comptes. Et j'espère au moins que là, de ce qu'on a dit, sans mettre de psychose, de paranoïa, de peur, eh bien, ça nous donne une envie d'essayer de maîtriser mieux notre environnement, de le connaître, de se mettre en retrait. Et puis, dans le cas où on ne pourrait pas le maîtriser, de faire des retraits, des jeûnes de télécommunication, des jeûnes d'alimentation, aller au grand air, etc. Et puis, se donner une opportunité au corps de s'adapter encore plus, parce que avec tout ce qu'on a décrit, si on est encore debout, c'est qu'on a une capacité d'adaptation. Donc notre but, c'est de diminuer les effets néfastes et d'augmenter notre capacité adaptative.